Vous en avez marre de crever au quotidien? Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 tips, 7 moyens et 7 astuces pour éviter les crevaisons quand vous partez rouler. Allez, on y va. Donc pour commencer, la première astuce est de vérifier régulièrement l'usure de nos pneus et du fond de jante évidemment. Sur vos pneus, vous avez des témoins d'usure et plus généralement, vous avez des petites rainures. Si vous ne voyez plus le témoin d'usure, que vous ne voyez plus les petites rainures, clairement votre pneu est trop usé. De rouler avec un pneu trop usé, en fait, diminue l'épaisseur de caoutchouc au-dessus, sur la bande de roulement. Le problème, c'est que lorsqu'on a une épaisseur trop fine, n'importe quel débris sur la route peut venir directement transpercer le pneu et ainsi crever votre chambre à air ou directement laisser sortir l'air lorsque vous êtes en tubeless. Pareil, si vous avez un vieux fond de jante monté sur votre roue et qu'il a tendance à bouger, c'est pareil. À des moments, il peut se décaler lorsque vous roulez et les têtes des rayons peuvent venir directement crever votre chambre à air. Donc attention à rouler vraiment avec du matériel pas usé. Deuxième astuce, là ça va être pour ceux qui roulent en tubeless. Et lorsque vous roulez en tubeless, vous mettez forcément du liquide préventif à l'intérieur pour éviter que lorsque vous crevez, l'air s'échappe trop facilement et comme ça, le liquide préventif vient reboucher le petit trou et ainsi arrêter la crevaison. Seul problème de ce liquide, c'est que tous les 6 mois, il faut remettre un nouveau liquide à l'intérieur pour le régénérer. Voilà, ça aide à ce qu'il reste tout le temps en mouvement, tout le temps fluide à l'intérieur de votre pneu et ainsi qu'il puisse sortir directement pour reboucher le petit trou au moment venu. Si des fois la marque que vous utilisez ne propose pas de liquide additif pour le régénérer, il vous faudra totalement le remplacer tous les 6 mois car il va finir par sécher à l'intérieur de votre jante. Une autre chose simple, si vous voulez éviter de crever, il vous faut rouler évidemment à la bonne pression. Pourquoi la bonne pression? Parce que si vous avez une pression qui est trop haute, votre chambre à air va être vraiment étirée, on va dire vraiment sous pression et la moindre aiguille pourra prendre des proportions énormes à votre crevaison. Si vous roulez trop sous-gonflé, le moindre trou va venir pincer, écraser votre pneu contre la jante et ainsi vous allez pincer votre chambre à air ou voire même couper la carcasse de votre pneu si vous êtes en tubeless. Donc voilà, roulez à la bonne pression. En plus de ça, ça va vous aider à aller plus vite. Autre petit détail pour ceux qui roulent en chambre à air. Il est vrai que de gagner du poids sur son vélo, sur les chambres à air, c'est quelque chose qui coûte pas très cher proportionnellement à un remplacement de pièces en carbone sur votre vélo. Par contre, de rouler avec une chambre à air ultralight ou une chambre à air TPU à la place d'une butyle classique peuvent rendre les crevaisons beaucoup plus faciles. Ça va être une matière qui est plus fine et donc qui va être plus susceptible de crever. Au niveau des chambres à air TPU, c'est vrai que de temps en temps, elles cherchent tellement le poids que certaines valves ont du mal à rester à leur place et à maintenir une étanchéité avec l'obus. Donc voilà, une bonne chambre à air classique, c'est peut-être un poil plus lourd, mais au niveau fiabilité, c'est imparable. Maintenant, on va parler à nos amis qui roulent avec des boyaux. Forcément, crever lorsqu'on roule en boyau, c'est vraiment pas évident. Et une petite astuce on m'avait donné une petite astuce il y a quelques années, notamment pour rouler en boyau, c'était de mettre un peu de liquide préventif directement à l'intérieur du boyau. Ça permettait de reboucher les toutes petites crevaisons et de continuer à rouler et me permettre d'augmenter la durée de vie de mon boyau. Il est vrai qu'il existe des chambres à air dans le commerce qui ont déjà du liquide préventif à l'intérieur. C'est vrai que lorsque je veux vraiment éviter les crevaisons, que je vais faire une longue distance, admettons, j'hésite pas à en mettre un petit peu dans ma chambre à air. Ça permettra de reboucher les petits trous à certains moments et me permettre de rouler un peu plus longtemps avec la même chambre à air sans forcément avoir à mettre une rustine dès le début. Maintenant, on passe au 7e conseil, le petit tuyau de Louis qui m'a conseillé clairement de talquer mes chambres à air. Et c'est vrai que lorsqu'on achète une chambre à air, elle est toujours talquée. Le fait de mettre du talc, ça va permettre à la chambre à air de ne pas se coller au pneu, ni se coller sur elle-même à l'intérieur de votre petite sacoche, voire même à l'intérieur de votre pneu s'il y a un petit pli. Ça va éviter qu'elle se détériore et qu'elle devienne poreuse ou voire même qu'elle se déchire en cas de haute température. Donc voilà, un peu de talc pour les bébés, vous les mettez sur les chambres à air et ça va aider
à augmenter leur durée de vie. Mais c'est vrai que sur les chambres à air latex, elles sont tout le temps talquées dans leur boîte, c'est pas pour rien. Le dernier petit conseil, et celui-ci ne date pas d'hier, c'est la petite chaînette anti-crevaison. Une chaînette qui se mettait directement sur la vis de l'étrier de frein et qui venait lécher la gomme et le pneu à chaque tour de roue. Ça permettait d'enlever et d'arracher toutes les épines, morceaux de silex ou petits gravillons qui seraient en train d'essayer de rentrer et de passer à travers la gomme du pneu et venir après transpercer la chambre à air. Bon, clairement, ça se fait plus. J'ai vu certains cyclistes qui mettaient des morceaux de scotch en travers des haubans ou arrière ou de la fourche pour venir caresser le pneu et ainsi enlever les petits débris que vous auriez attrapés au bord de la route. Bon, clairement, on est sur une efficacité plutôt moyenne. Par contre, de contrôler vos pneus et de passer un coup de chiffon dessus après chaque sortie, ça ne mange pas de pain, c'est très rapide, ça va vous permettre d'enlever les petits débris qui seraient en train d'essayer de transpercer votre pneu et votre chambre à air. Et en plus de ça, ça va vous permettre de contrôler qu'il n'y ait pas de coupure directement sur votre pneu ou qu'il ne soit pas trop usé. Donc voilà, c'est un petit conseil rapide, un coup de chiffon, hop, et vous êtes sûr de ne pas crever la fois d'après. Bon ben voilà, c'était nos conseils simples pour éviter que vous creviez à chaque sortie et évidemment, non, ça ne vous empêche pas de prendre des rustines avec vous et une chambre à air sur votre prochaine sortie, mais globalement, si vous faites attention et que vous roulez avec du matériel en bon état, vous n'aurez pas de problème. Petit conseil bonus, lorsque vous roulez, évitez de rouler trop sur les bas-côtés et dans les trous. Clairement, hein, c'est un conseil très simple, mais si vous vous éloignez de tout ça, ça vous augmentera le nombre de kilomètres que vous allez faire avec vos chambres à air. On connaît tous quelqu'un qui gonfle à 8 bars et quelqu'un qui ne regonfle jamais. Mais alors, comment bien choisir sa pression? On va essayer d'apporter des éléments d'abord théoriques et ensuite plus concrets sur comment choisir ce qui vous convient le mieux parce que oui, il n'y a pas une pression idéale, mais une pression adaptée à toute pratique. Par exemple, chez les professionnels, j'ai pu me renseigner auprès d'une équipe professionnelle masculine et féminine et les pressions vont entre 4 et 5 bars maximum sur des pneus de 28 à 30, 28 étant le plus répandu, et jusqu'à 32 de section pour une course comme Paris-Roubaix, mais gonflé cette fois-ci à 2,8-3 bars. Donc vous voyez que les pressions sont très différentes et surtout très loin de l'ancienne règle qui disait 10% du poids de corps. On partait du principe qu'un athlète de 70 kg allait gonfler à 7 bars. Mais ça n'existe plus du tout. C'était valable sur des boyaux de 23. Mais aujourd'hui, on a des roues beaucoup plus larges et surtout des pneumatiques beaucoup plus larges, 28 étant la norme jusqu'à 30 ou 32. Mais alors, pourquoi de tels changements en si peu de temps? En fait, la réponse se trouve ici. Et oui, c'est le disque qui a permis de libérer la jante des contraintes du freinage. Ces contraintes étaient à la fois physiques, la chaleur et la pression exercée par le patin, et mécaniques, il fallait bien monter l'étrier et qu'il soit à la bonne distance de la jante. Et du coup, en enlevant l'étrier, on a permis d'élargir la jante, principalement pour des raisons aérodynamiques. Et ensuite, on s'est posé la question, une jante très large jusqu'à 30 mm avec un pneu de 23, ça n'allait pas du tout. Le pneu était complètement étiré, on se retrouvait à rouler sur carrément le flanc et plus sur la bande de roulement. Mais alors, quels sont les intérêts d'avoir un pneu plus large et un petit peu moins gonflé? Eh bien en fait, ce pneu va contenir le même volume d'air, mais avec une pression plus faible. Ainsi, il va pouvoir mieux se déformer. Avec quelles conséquences? Eh bien, cette déformation va pouvoir permettre d'apporter plus de grip dans les virages, le pneu va mieux se déformer et épouser la route, plus de confort parce qu'on l'a dit, il y a le même volume d'air, donc le même effet rebond qui va permettre d'amortir un petit peu. On a même remarqué que baisser de 0,2 bar a le même impact que de passer d'un modèle de vélo aéro à un modèle endurance, mais pas pour le même prix. Et ensuite, en termes de rendement, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse avec le pneu, eh bien, un pneu surgonflé, trop gonflé, va rebondir sur les aspérités et toute l'énergie horizontale va être transformée en énergie verticale. En d'autres termes, on gaspille de l'énergie et on perd en vitesse et en efficacité. Avec un pneu moins gonflé, qui va donc mieux se déformer, on va pouvoir absorber la route, toutes ces aspérités, et donc garder un rendement efficace tout au long de la sortie et quelles que soient les routes. On a remarqué d'ailleurs qu'un pneu surgonflé avait un impact négatif plus important qu'un pneu légèrement sous-gonflé par rapport à la pression idéale. Mais alors cette pression idéale, comment la trouver? Elle dépend de 3 facteurs principaux. Le poids total du cycliste avec son équipement, la largeur réelle mesurée du pneu qui dépend de la largeur interne de la jante et pas seulement de la largeur nominale, et enfin l'état de la route. En effet, vous l'avez bien compris, on ne va pas gonfler pareil sur Paris-Roubaix que sur un vélodrome. Alors, on a vu la théorie et l'évolution des tendances, mais concrètement, comment on fait? Combien je mets dans mes pneus? Je vous propose un outil que j'utilise depuis quelques saisons maintenant, le Silca Tire Calculator.
Hop. Alors comment ça fonctionne? Ça reprend tout simplement les paramètres qu'on a vus dans cette vidéo. Le premier, le poids total du coureur avec son équipement, par exemple 80 kg, on met bien en kilos. Ensuite, toujours ce qu'on a vu, quelle surface je roule. La plupart du temps, un goudron pas en super état. Ensuite, la pression, la section mesurée, donc ici 26 mm. La taille de mes roues, des pneus performants dans notre cas. Je roule à une allure de groupe classique sur la route. On rentre son mail. Et on calcule. Donc voilà, ici une pression de 5,9 à l'avant et de 6,05, d'où la précision de la pompe. À l'arrière, on peut partir sur 5,9 et 6,1 par exemple. Allez, avec ça, vous devriez pouvoir toujours choisir la pression la plus adaptée à votre sortie. En plus de ces recommandations, le type de pratique va rentrer en compte. En effet, le poids ne sera pas réparti pareil sur un vélo gravel avec une géométrie plus confortable que sur un vélo de chrono. Le poids étant réparti plus vers l'arrière si on a une position plus relevée ou plus vers l'avant si on a une position plus agressive. Donc il peut y avoir une différence avant-arrière. Ensuite, sur le mouillé, on recommande de gonfler entre 0,3 jusqu'à 1 bar de moins selon votre pression initiale. Plus vous êtes gonflé, plus il va falloir en enlever afin d'améliorer le grip sur route humide. Enfin, avec les nouvelles technologies hoopless, vous pouvez enlever jusqu'à 1 voire 1,5 bar par rapport à un pneu classique avec crochet. C'est vraiment important en tout cas de ne jamais dépasser la pression maximale autorisée par la jante au risque de déjanter tout simplement. Et enfin, si vous roulez en boyau, vous pouvez gonfler jusqu'à 1 voire 1,5 bar de plus que sur un pneu de la même section. Et enfin, si cette vidéo vous a convaincu d'augmenter la section de votre pneu, sachez que pour chaque millimètre de section en plus, vous pouvez enlever 2 à 3% de pression. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que maintenant vous saurez trouver la pression la plus adaptée à votre pratique. Si jamais ça vous fait un trop gros changement par rapport à votre pression actuelle, vous pouvez y aller par étapes, c'est-à-dire diminuer de 0,5 bar entre votre pression actuelle et la pression cible que vous aurez déterminée par exemple avec le calculateur Silca et arriver ainsi progressivement à l'idéal, mais à mon avis vous serez conquis dès les premiers tours de roue. Premièrement, un des problèmes qui peut arriver avec le tubeless, c'est que l'obus et la valve soient bouchés par le liquide. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez pomper, ça sera trop dur au niveau de la pompe et vous n'arriverez pas à mettre l'air à l'intérieur du pneu. Donc que se passe-t-il? En fait, l'obus et la valve sont deux pièces différentes. Lorsqu'on enlève l'obus, c'est lui qui fait la porte d'entrée au niveau de l'air, qui va venir bloquer le passage. Le problème du liquide tubeless est qu'il vient à se mettre à l'intérieur de cet obus et il peut bloquer le passage. Sachant que par exemple le liquide tubeless Silca peut reboucher un trou jusqu'à 7 mm. 7 mm c'est plus gros que le trou de la valve. Donc la solution dans ce cas-là, premièrement est de changer l'obus. C'est quelque chose qui est trop compliqué à venir nettoyer. Donc soit vous l'achetez directement en magasin, si des fois vous n'avez pas de magasin de vélo proche de chez vous, en garage de mécanique, là où ils changent les pneus automobiles, ce sont les mêmes valves, les mêmes obus. Donc vous pouvez très facilement aller leur en demander un. Normalement, ils en ont pas mal qui traînent. Pour la valve, par contre, c'est uniquement un tuyau, une valve. Donc s'il vient à être bouché, pas la peine de changer la valve. Il vous suffit de trouver un outil qui sera assez fin pour passer dedans et vous pourrez facilement nettoyer la valve et enlever le liquide qui s'est accumulé à l'intérieur. Et voilà, ma pompe a retrouvé sa souplesse et je peux vraiment mettre la pression que je souhaite dedans dans le pneu. Donc deuxième problème potentiel, c'est lorsqu'on va remettre le liquide dans la roue. Il faut éviter d'en mettre absolument de partout. Donc vous avez deux solutions qui existent. Soit vous utilisez directement une seringue avec un tuyau plus petit que la valve pour le faire glisser vraiment à l'intérieur et en totalité à l'intérieur de la valve. Ou sinon, vous prenez un gobelet où vous mettez la bonne quantité de liquide dedans. Donc ça, c'est par rapport à la taille de votre pneu. C'est entre 30 et 60 ml pour un pneu de route et entre 60 et 100 ml pour un pneu de gravel. Donc vérifiez vraiment les données du constructeur du pneu. Ensuite, vous versez délicatement dans le pneu votre quantité. Donc c'est maintenant que l'opération devient technique. Vous avez votre flaque de liquide préventif au fond du pneu et si
vous le remettez au dernier moment, en fait, ça va déborder du pneu et vous allez en mettre de partout. Donc la solution est d'emboîter le pneu sur une bonne moitié de la roue, tourner la roue, comme ça le liquide est coincé dans le pneu qui est déjà emboîté, et ensuite vous venez finir de coller le pneu, de rentrer le pneu sur le cercle. Avec le plus de précautions possible, bien sûr. Nouveau problème potentiel, c'est de venir coller le pneu, le faire monter dans la gorge avec une pompe classique. Ça marche pas. Quelle est la solution? La solution est soit d'utiliser un compresseur avec un manomètre, soit d'utiliser une cartouche de CO2, soit d'utiliser une bonbonne d'air comprimé fait exprès pour les tubeless comme celle-ci. Allez, on va voir ça. Donc premièrement, une bonbonne d'air comprimé comme ceci, il vous faut la précharger. Donc c'est prévu pour aller jusqu'à 10 bars, vous pouvez mettre 10 bars. Donc voilà, on est prêt à coller. Et là, justement, on va voir un autre problème potentiel. Et que lorsque vous collez votre pneu sans l'obus, surtout ne mettez pas la valve en bas. Pourquoi? On va voir. Là, parfait. Je peux refermer la bonbonne. Vous voyez ce qu'il arrive quand on met du liquide et qu'on laisse la valve en bas? Lorsqu'on enlève la bonbonne, il y a tout le liquide qui ressort. Pour éviter d'avoir ce problème et de complètement détruire votre atelier, faites ça avec la valve au minimum sur le côté. Comme ça, le liquide ne pourra pas sortir facilement de l'obus. Donc voilà, maintenant on a pas mal de nettoyage. Il faut le faire très très vite. Vous pouvez utiliser de l'eau aussi, ça va dissoudre un peu le produit. Mais dépêchez-vous surtout. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer l'atelier. Maintenant, le pneu est bien monté dans la gorge. On va vérifier qu'il est bien rond. Bon, c'est bon. Il est bien monté de partout. Autre problème qui peut arriver lorsque vous collez le pneu, c'est qu'il se colle, il se met en pression, mais qu'il ne tourne pas rond. En fait, c'est que le flanc du pneu ne s'est pas mis correctement dans la gorge de la roue. La solution à ce moment-là est de mettre un peu de produit vaisselle, un peu de savon sur uniquement le bord du pneu. Ça va vous aider à le faire monter de partout. Après, vous mettez un peu de pression avec la bonbonne, un compresseur ou la cartouche et il devrait prendre sa place correctement. Donc, dernier problème que vous pouvez rencontrer, lorsque vous allez rouler, vous allez prendre une chambre à air au cas où, si vous venez à avoir un trop gros trou pour le préventif. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que l'écrou de valve, si vous l'avez trop serré, serré avec une pince et que vous n'arrivez pas à le desserrer à la main et que vous n'avez pas de pince avec vous, vous serez complètement coincé parce qu'il vous faut enlever la valve pour pouvoir mettre la chambre à air. Donc évidemment, il nous arrive à tous de faire encore des erreurs de lubrification. Moi, pour la peine, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? J'ai changé ma chaîne et j'ai mis une chaîne toute neuve de chez Shimano, parfaite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la graisse d'origine sur cette chaîne. Malheureusement, cette graisse lubrifie très très bien la transmission, mais elle est tellement grasse et tellement collante qu'elle agrippe toute la saleté qui est projetée par le sol. Donc là, ma chaîne commence à craquer alors qu'elle est toute neuve. Ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais la démonter. Bon, pour ça, j'utilise la pince à démontage rapide de chez Parktool. Ensuite, je vais la dégraisser. Je vais jeter un coup d'œil aussi aux galets de dérailleur, car souvent, ils sont sales et on ne prend pas la peine de les nettoyer. Et la saleté qui est sur ce galet revient directement sur la chaîne. Ensuite, on mettra un petit coup de chiffon sur la cassette et hop, on relubrifiera tout ça. Donc là, premièrement, on démonte la chaîne. Attache rapide. Et là maintenant, on va mettre ça dans le bac de dégraisse pour la dégraisser correctement. Donc voilà, on voit que notre chaîne
qui est pourtant toute neuve et quand même plein de graisse qui a noirci et elle est vraiment très très sale. Donc là je vais utiliser un dégraissant de chez Silka qui est spécifique pour les chaînes. J'aurais pu aussi utiliser un dégraissant bio. Je vais en mettre de partout. Là on voit que dès que j'ai mis le produit, il commence à agir, il devient violet, il est en train de dissoudre tout simplement l'ancienne graisse. Donc voilà, pendant que le produit est en train d'agir sur la chaîne, j'en profite de ces quelques minutes pour démonter mes galets de derrière. Car on peut le voir, ils ont pris pas mal de saleté et il faut vraiment passer au nettoyage. Donc voilà, on voit que le galet est vraiment plein de graisse. Il y a même un cheveu de brise qui s'est mis dedans. On va tout nettoyer. Attention à ces petites rondelles qui permettent de protéger le roulement et de le caler. Et on va nettoyer tout ça à la lingette dégraissante. Ça ira très bien. Donc voilà, on va enlever les petites entretoises. Attention, sur certains dérailleurs, ce ne sont pas les deux mêmes galets. Et il y a un sens aussi pour les entretoises. Bon, là, nous, on n'a pas de sens. Et ce sont les mêmes galets, donc aucun problème. Ça fera pas de mal, hein. Ça fera pas de mal. Donc voilà, nos galets sont tout propres, on va pouvoir les remonter et ça va rouler comme sur des roulettes. Après, on va pouvoir s'occuper de finir la chaîne et remonter tout ça. Donc voilà, maintenant que mon galet est remonté, j'ai remis les deux petites entretoises et je peux le remonter directement sur la chape. Ce que j'aime bien, c'est laisser la chape pendre avec les vis dessus. Ça évite de se tromper sur les vis et potentiellement aussi devoir trop réfléchir au sens de la chape. Donc là, hop, mon galet est tout propre. Il tourne largement. Ne pas mettre de graisse au niveau des roulements, au milieu de ces roulements de chape, de ces galets, car ça va attirer et attraper beaucoup trop de saleté et ça viendrait à gratter beaucoup trop rapidement. Comme sur des roulettes. Allez, je vais chercher la chaîne maintenant. Donc voilà, mon produit a agi maintenant. Chacun peut avoir des techniques différentes à ce moment-là et suivant la marque du dégraissant, vous pouvez avoir de différentes méthodes. Moi, ce que je préfère, c'est enlever le surplus de dégraissant avec une lingette ou un vieux chiffon. Ensuite, on passera au séchage directement avec un autre chiffon. Vous pouvez aussi utiliser une soufflette pour dégraisser la chaîne, pour enlever le dégraissant justement et pour faire enlever le liquide. Moi, ce que je n'aime pas, c'est utiliser de l'eau pour rincer, car oui, ça enlève très bien le produit, mais le problème c'est que ça peut faire rouiller des petites pièces sur la chaîne si vous ne mettez pas de l'huile directement dessus. Donc bon, quelque chose que je préfère éviter. De la sécher au chiffon, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins on est vraiment sur une belle finition. Ce qui est bien sur ces chiffons microfibres, c'est que ça vient vraiment enlever les petites traces et les petits résidus restants. Vous allez voir, nickel la chaîne. Mais voilà, pas mal. On va pouvoir passer au remontage. Voilà, on peut passer au remontage maintenant. Pendant ce temps, on a nettoyé la cassette aussi. Bon, c'est pas vraiment très sale. L'important est de remonter sa chaîne sur des pièces propres. Si des fois votre plateau est plein de graisse comme nos galets tout à l'heure, il est nécessaire de le nettoyer aussi. Un ensemble propre fonctionnera toujours mieux que s'il reste quelques pièces qui sont un peu sales. Voilà, évidemment,
C'est simple mais efficace. Et voilà. Maintenant, on peut mettre une attache rapide toute neuve, étant donné que Shimano préconise de la changer à chaque fois. Bon, c'est vraiment par précaution, hein. Mais nous, on en a, donc on les change. Et là, pour bloquer l'attache rapide, on la met à ce niveau. Et attention à la petite flèche, bien sûr, pour le sens. Et on vient bloquer. Maintenant, on va repasser à l'huile directement. Donc pour mettre de l'huile, maintenant, c'est pas la peine de mettre une goutte par petit maillon. Clairement, vous mettez à l'intérieur. L'important, c'est de mettre de l'huile sur les petites... sur l'intérieur de la chaîne. Vous mettez l'huile, vous faites couler, vous faites attention que vous ayez toujours un filet d'huile qui coule. C'est pas la peine non plus d'en mettre trop. Clairement, si vous en mettez trop, ça fera le même effet que si vous en avez pas assez. Ça viendra attirer beaucoup trop de résidus sur la chaîne et ça viendra l'user prématurément. Donc voilà, on a mis de l'huile sur tous les petits rouleaux de la chaîne. Maintenant, on va faire monter-descendre la chaîne sur l'ensemble de la cassette, histoire de déposer un filet de lubrifiant sur les pignons. Si vous venez de laver votre vélo, ils auront tendance à s'oxyder, les pignons de la cassette. Donc là, on fait tourner, on monte et on descend entier, histoire de lubrifier légèrement. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir enlever le surplus d'huile qui est directement sur les palettes et sur le côté de la chaîne. Ça ne sert à rien, encore une fois, qu'il y ait trop d'huile. C'est peut-être l'étape la plus importante de notre huile sur la chaîne. Et voilà. Ça y est, notre chaîne est toute propre, elle est relubrifiée, elle va pouvoir durer encore plus de kilomètres. Parmi les pièces d'usure sur votre vélo, la chaîne est celle qui a le plus petit budget. C'est celle que vous allez pouvoir remplacer le plus facilement pour économiser les autres pièces, notamment la cassette et le plateau. À savoir que si vous négligez son entretien, elle va venir plus facilement détériorer les autres pièces. Ça, c'est une chose à savoir. Une transmission usée, une chaîne usée, premièrement, ça va se traduire par des grincements, des passages de vitesse beaucoup plus aléatoires, même si votre réglage est bon. Et ça pourrait même vous faire tomber si des fois elle vient à sauter sur les pignons lors d'un sprint ou lors d'une montée. Donc attention, c'est quand même assez important. Pour vous donner une idée, une chaîne peut aller entre 1000 km et 8000 km en moyenne. Ça va dépendre de votre utilisation, si vous êtes un coursier, si vous utilisez juste le vélo pour aller au boulot, et suivant aussi l'entretien. Évidemment, si elle est totalement parfaite et que vous roulez que par des conditions parfaites, honnêtement, elle s'usera beaucoup moins vite. Par contre, si vous roulez tout le temps sous la pluie et près de la plage avec du sable dessus, là, vous pouvez la changer beaucoup plus régulièrement. Là, on va voir directement les signes qui peuvent vous aiguiller pour contrôler votre chaîne. Premièrement, vous pouvez tirer sur la chaîne et voir le jour qui se crée entre le plateau et la chaîne. Là, c'est une chaîne en bon état. On voit qu'il est difficile de créer beaucoup de jours sur la chaîne. Bon, maintenant, on va mettre une chaîne usée, on va vous montrer ça. Là, on a mis la deuxième chaîne. On peut voir que le jour créé en dessous est vraiment beaucoup plus grand et on voit que la chaîne bouge totalement en fait. Là, on va pouvoir contrôler maintenant l'usure de notre chaîne exactement avec l'outil. Deuxièmement, si vous voulez être sûr de l'usure de votre chaîne, il existe un outil chez Barktool, c'est le CC4, c'est un contrôleur de chaîne. Et celui-ci va vous donner l'usure exacte de votre chaîne. Donc, premièrement, vous le mettez à l'intérieur des maillons, vous clipsez ici, et ensuite, comme expliqué là sur le graphique, vous allez faire rentrer la pointe dans la chaîne. Là, elle ne rentre pas. La chaîne est encore sur du OK. Si elle serait rentrée à la moitié, vous aurez eu une usure de 0,5%. Et
totalement une usure de 0,75%. On va voir maintenant avec la chaîne usée. Donc à 0,5%, c'est pas vraiment visuel, mais c'est vraiment le moment idéal pour changer sa chaîne. Par contre, j'ai pris une autre chaîne que j'avais chez moi et là, on va voir ce que c'est de la vraie usure. Donc premièrement, lorsqu'on prend la chaîne et qu'on fait des mouvements de avant en arrière avec, on voit qu'elle travaille énormément. Ça, c'est clairement un signe d'usure. Maintenant, on va contrôler avec l'outil pour vérifier quand même. Voilà. Là, c'est assez flagrant. On voit que le bout de l'outil est complètement au milieu du maillon de ce côté-là. Donc là, la chaîne, elle aurait dû être changée déjà depuis un bon paquet de kilomètres. Si vous entendez des craquements, c'est que deux pièces ont légèrement pris du jeu, elles sont peut-être desserrées ou qu'il manque un peu de graisse. Donc on va voir les points sur le vélo un à un pour essayer d'éliminer le problème. On va attaquer directement par la potence et le guidon. Donc les vis de potence, elles ont tendance à prendre pas mal d'eau et d'intempéries et du coup ça vient dissoudre la graisse à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire sur les 4 vis, sans exagérer bien sûr, c'est démonter la vis, mettre une pointe de graisse dessus et remonter la vis. Je vais prendre la pompe à graisse. Hop, ça suffit. Donc voilà, il faut penser que lorsqu'on roule, on fait énormément de mouvements avec notre guidon et on tire et on force et on pousse dessus. Et normalement, c'est ça qui peut causer des craquements. Au niveau de la graisse, sur la vis de potence, il faut vraiment être très léger parce qu'il ne faut pas qu'elle se desserre ensuite lorsque vous roulez. Et au niveau du couple de serrage, il vous faut utiliser une clé dynamométrique et respecter le couple nécessaire. Maintenant, on va passer au jeu de direction. Même opération sur le jeu de direction, car même si l'intérieur du roulement n'est pas abîmé, c'est peut-être l'extérieur du roulement qui manque de graisse sur la cuvette. Donc il s'agit de démonter l'ensemble de la potence et des bagues, sortir le roulement, le regresser et ainsi le remonter. Ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus silencieux. On peut voir qu'il y a pas mal de saletés qui sont passées à l'intérieur du cadre. C'est ça qui peut causer des craquements. Remettre régulièrement un peu de graisse sur les extérieurs de roulement fait vraiment du bien. Pas très beau. Bon, avec le nombre de saletés qu'on a pu apercevoir avec la fourche, en démontant la fourche, je décide de tout enlever pour vraiment nettoyer en profondeur parce que les roulements, c'est quand même pas très beau là-dedans. Même s'il y a des joints, la saleté finit par rentrer quand vous roulez régulièrement sous la pluie. Allez, au nettoyage. Bon, pour me nettoyer, je vais prendre une lingette dégraissante. C'est fait exprès et ça marche plutôt pas mal. On voit que la graisse est toute noire et pleine de sable et de terre. En fait, elle s'est détériorée au fur et à mesure des kilomètres. Ça fait pas de mal de faire ça régulièrement, c'est assez simple. Mais par contre, ça fait du bien au vélo. Après avoir nettoyé les roulements, maintenant on va s'occuper de la portée sur la fourche et la portée sur le cadre.
maintenant que tout est propre, on va pouvoir venir mettre de la graisse à l'intérieur et à l'extérieur des roulements et on va pouvoir passer au remontage total de la direction. Donc pour être sûr de mettre de la graisse uniformément de partout, étalez-la directement avec vos doigts. Vous pouvez prendre éventuellement un tout petit chiffon. Comme ça vous permettra d'en avoir de partout et ça évitera que ça déborde aussi. Attention au durite, ne faites pas un nœud. Hop, ça c'est bon, on est bon. Hop. C'est quand même mieux quand c'est propre. Maintenant, il va vous falloir régler le jeu de direction, évidemment. On mettra le vélo à plat pour faire ça. Si des fois vous avez encore des craquements au niveau de la direction, c'est peut-être que ça vient des petites vis de potence où il faudra mettre une petite goutte de graisse, comme on a fait sur les vis à l'avant. Donc voilà, le jeu de direction comme d'habitude. On serre pas très fort en haut, on vérifie qu'il y a du jeu ou pas. Le but quand même, c'est qu'il n'y en ait plus. Une fois que vous êtes bien dans l'axe, que vous avez plus de jeu, hop, vous pouvez serrer au couple les deux vis de la potence. Et là, on sera bon. Maintenant, on va passer à une autre source de craquement, la selle et la tige de selle. Donc maintenant la selle et la tige de selle, bon évidemment on ne peut pas accrocher le vélo sur la tige de selle avec le pied de vélo comme d'habitude. Donc là, j'ai mis un petit chiffon pour être sûr de ne pas abîmer le cadre. Et je serre à peine. Voilà, le vélo est juste posé et ça va me permettre facilement de pouvoir démonter la tige de selle. Pour desserrer, bon là c'est pas pratique avec la grande clé. Je vais utiliser les clés plus courtes. Partout ils ont pensé à nous et c'est bien pratique d'avoir des clés à laine aussi courtes. En plus, il a petite boule, vraiment pratique. Donc voilà, pour sortir la tige, n'hésitez pas à faire des mouvements de droite à gauche, la faire pivoter, hop. Il faut faire attention parce que la pâte de montage a tendance à sécher assez rapidement, surtout si vous avez de l'eau qui passe dedans lorsque vous roulez ou même lorsque vous le nettoyez. Donc là maintenant, on va aller voir le chariot de selle. Donc en fait sur le chariot de tige de selle, on va venir démonter les deux vis, démonter le chariot et venir mettre de la graisse sous le chariot et à l'intérieur des vis. Voilà, c'est peut-être de là où viennent les craquements. Bien sûr, attention à l'ordre des pièces. Ça peut devenir un casse-tête si vous n'avez pas fait attention.
On va venir mettre de la graisse entre ces deux pièces qui sont complètement en contact. Ça évitera les craquements. Hop. Nettoyez aussi bien les rails. Très souvent, lorsqu'on nettoie le vélo, on ne pense pas aux petites pièces où peuvent venir se loger la saleté. Mais c'est vrai que pour vraiment nettoyer un vélo, il faut quand même le démonter en partie. C'est ce qu'on fait malheureusement aujourd'hui. Vous pouvez mettre un tout petit pot, une toute petite goutte de graisse aussi sur le chariot. Éventuellement, ça peut venir de là le craquement. Mais vraiment, d'une façon minime. Donc, il va peut-être vous falloir un peu de patience pour mettre les vis directement dans toutes les petites pièces. Mais bon, ça vaut le coup parce que les bruits et les craquements, c'est quand même assez dérangeant lorsqu'on roule. Voilà, attention à bien remettre le réglage que vous aviez à l'avance. Je finirai le réglage directement sur le vélo. Et pour la tige de selle, maintenant qui est en carbone et sur laquelle vous avez un serrage qui s'appuie, celui du cadre, pour éviter que votre réglage ne bouge. Il ne vous faut pas de la graisse mais de la pâte de montage carbone. Ça ressemble à de la graisse mais il y a des petites billes, des micro-billes à l'intérieur qui viennent éviter le mouvement. En fait, ça vous permet de serrer moins fort et de moins abîmer les pièces en carbone, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout prêt pour remonter sur le vélo. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter. Et de mettre votre bonne hauteur de selle, évidemment. Bon, l'idéal est de faire une petite marque ou de mettre un petit scotch sur votre tige de selle à l'avance. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remesurer pour votre hauteur de tige de selle. Impeccable. Et voilà, maintenant on va passer au pédalier. Donc maintenant pour le pédalier, il nous faut démonter le pédalier. Donc suivant les marques, ça peut être différent. Là sur le Campagnolo EK, il nous suffit d'avoir une clé Allen de 10 et de desserrer l'écrou qui est central au niveau de l'axe. Je préfère mettre le vélo à plat parce que c'est généralement quand même assez serré. Voilà, c'est débloqué maintenant. On va pouvoir démonter le reste directement sur le pied de vélo, ce sera plus facile. Voilà, maintenant il nous reste à desserrer complètement la vis centrale. À savoir que sur SRAM, vous avez un extracteur automatique. Donc il vous suffit de desserrer la vis et la manivelle s'extraira. Et sur Shimano, vous avez les deux petites vis clé Allen de 5 qu'il vous faudra dévisser et ensuite sortir la bague avec le petit outil Shimano. Donc là maintenant on va pouvoir nettoyer les roulements et le boîtier de pédalier. Donc maintenant pour enlever le deuxième côté, premièrement il va vous falloir dérailler la chaîne. Ça évitera d'avoir des tensions sur la manivelle et sur la chaîne. Ensuite, spécificité Campagnolo, vous avez un clips derrière le plateau. Il vous faut l'enlever avec une pointe ou un petit tournevis et ensuite vous pourrez démonter facilement le reste du pédalier.
Voilà. Ensuite, il suffit de tirer. Et maintenant, place au nettoyage et au graissage. Donc ce qui est bien sur Campagnolo, c'est que les roulements sont directement sur la manivelle, les manivelles. Donc pour nettoyer, c'est quand même très facile. Et dans tous les cas, sur les autres marques, rien que de sortir l'axe, nettoyer et regraisser à l'intérieur, ce sera vraiment une bonne chose. Ce qui est bien, c'est que sur mon vélo, les joints fonctionnent très bien parce qu'on voit que la graisse n'est pas abîmée à l'intérieur du boîtier de pédalier. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Là, on regraisse bien, ça va être à l'intérieur du boîtier de pédalier, protégé par des joints. Donc c'est vraiment bien d'en mettre suffisamment, bien étalé avec le doigt. Et aussi d'en mettre sur les cannelures de l'axe, car clairement, si votre pédalier se dessert, les craquements peuvent venir d'ici aussi. Et bien sûr, on fait ça sur les deux côtés. Donc lors du démontage, vérifiez bien l'intérieur de votre boîtier de pédalier et l'intérieur de vos joints. Bon là on a de la chance, la graisse est vraiment en bon état et on n'a pas de saleté dedans, donc c'est vraiment une bonne chose. Mais n'hésitez pas à prendre une petite lampe pour vérifier vraiment l'intérieur de votre boîtier de pédalier et des joints. Donc voilà, maintenant on va profiter pour nettoyer l'intérieur quand même et remettre de la graisse toute neuve. C'est rare, mais ça peut arriver aussi. Avant de remonter, n'hésitez pas à contrôler le serrage de votre plateau. De temps en temps, ces vis-là peuvent faire du bruit. Donc là, nous, maintenant, on passe au remontage. Petit clips. L'autre côté maintenant, et lors du serrage, il faudra faire bien attention à appliquer le bon couple de serrage. Et de mettre évidemment les manivelles dans l'axe. Pour le serrage, ça se fait vélo à plat évidemment. Donc voilà, on vient de voir les principales causes de craquement sur vos vélos. Si des fois le craquement persiste, il vous reste deux choses à vérifier. La première, ça va être les deux axes de roue. Et la deuxième, ça va être les deux pédales. Car le pas de vis de la pédale a tendance à faire pas mal de bruit quand il manque un peu de graisse. Donc voilà, la pédale. Pour pouvoir nettoyer le pas de vis et remettre un peu de graisse. Et toujours la pédale droite du côté droit, la pédale gauche du côté gauche. Et on serre dans le sens du pédalage. Et voilà. Quand on parle de l'axe, ça va être le pas de vis, l'axe entier qui est en contact avec les roulements, mais aussi la tête qui est en contact avec le cadre. Et c'est peut-être d'ici où peuvent venir les craquements. Vous faites ça à l'avant, à l'arrière, un bon coup de nettoyage, un coup de graisse et vous remontez. Pensez aussi à nettoyer la petite portée sur le cadre.
graissage. Voilà, là le craquement il ne pourra plus exister. Donc voilà, on a fait le tour des craquements possibles, des causes possibles pour les craquements sur votre vélo. Si les craquements perdurent, c'est peut-être que votre boîtier de pédalier est à remplacer, il est peut-être trop usé. Très souvent, ce petit bruit qu'on entend, c'est les plaquettes qui viennent à frotter sur le disque. Ça peut venir soit dans un transport avec un petit choc sur l'étrier, soit d'une vis qui s'est desserrée. Aujourd'hui, on va régler l'étrier par rapport au disque pour éviter que ça frotte. Donc premièrement, on va démonter la roue pour pouvoir écarter les plaquettes. Donc maintenant, on va écarter les plaquettes pour nous vraiment repartir sur un réglage à 100%. Donc maintenant, on va vérifier la planéité entre l'étrier et la fourche, voir s'il n'y a pas un petit problème. Un grain de sable qui se serait mis lors du dernier remontage, ou voire même la peinture qui se serait coincée entre les deux. Il suffit d'un grain de sable pour fausser complètement votre réglage. Donc là, on ne va pas bloquer les vis, juste on les avance au maximum. Donc voilà, l'étrier encore du jeu, il peut bouger latéralement. On va remettre la roue maintenant. Donc maintenant, on va pouvoir remettre la roue. Ce qui est bien, c'est qu'elle rentre facilement étant donné que les plaquettes sont écartées et que l'étrier est libre. Vous pouvez la serrer correctement la roue. Donc maintenant, on va passer au réglage de l'étrier. Donc premièrement, on va avancer les plaquettes. Quand on les avait écartées tout à l'heure, elles sont loin. Vous pouvez faire tourner la roue. Donc là maintenant, premièrement, vous allez appuyer sur le frein et serrer les vis. Pas très fort non plus. Voilà. Là, on va vérifier si le réglage est bon. Ça frotte toujours un peu. Donc là, ma méthode, ça va être de desserrer une vis après l'autre pour avancer le réglage le plus facilement possible. Donc pour savoir dans quel sens, de quel côté bouger votre étrier, il y a des fois c'est pas facile à bien voir dans le sens. Donc mettez-vous face aux plaquettes et mettez une feuille blanche derrière. Ça vous aidera à vraiment voir où est le jour, que ce soit à droite ou à gauche du disque. La feuille blanche va vraiment vous illuminer les plaquettes, ce sera plus facile. Voilà. Faut que j'aille un peu à droite. Donc je desserre la vis du haut légèrement. La vis du bas est serrée mais pas très fort, pas au couple nécessaire. Et là je vais venir uniquement légèrement bouger le haut de l'étrier et faire tourner pour vérifier. Là ça a l'air pas mal, je vais resserrer. Là, on
entend qu'en resserrant, ça a encore un peu bougé. Donc on va réitérer l'opération. Le bas était bien calé étant donné que on avait serré le frein pour serrer. Donc on va refaire jusqu'à ce que ça ne frotte absolument plus. Donc on va légèrement décaler le haut de l'étrier pour que ça vienne ne plus frotter. C'est pas mal. Surtout maintenez l'étrier quand vous serrez la vis parce que ça pourrait éventuellement encore un peu bouger. Premièrement, pour maintenir votre vélo en bon état et faire de l'entretien basique, il s'agit de prendre soit des clés Allen, soit des clés Torx. En effet, sur votre vélo, la majorité des vis vont être du même système. Très souvent, c'est un système clé Allen classique. Et c'est vrai que d'avoir un jeu de clés Allen regroupant toutes les vis du vélo, ça vous permettra de pouvoir faire l'entretien facile. Donc les jeux de clés Allen, vous en avez sous cette forme, mais vous avez aussi des multitools. Et l'avantage des multitools, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir le prendre avec vous. Ça regroupe les principales clés Allen qui sont nécessaires sur l'ensemble des vélos. Ça n'inclut pas bien sûr celle pour les pédales, c'est une chose qui est quand même assez importante. Et vous avez même une petite clé Torx dessus qui peut éventuellement vous servir sur certaines pièces, notamment sur les freins à disque. Voilà, donc clé Allen ou clé Torx, suivant si la majorité des vis de votre vélo est d'un système ou de l'autre. Deuxième point, c'est la clé dynamométrique. Une clé dynamométrique, ça peut se retrouver sous plusieurs formes et plus ou moins onéreuses. Vous avez la version basique, fournie par exemple là par Canyon lors de l'achat du vélo, qui simplement grâce à la torsion va m'indiquer le couple de serrage des vis et ça me permettra de serrer, admettons, des vis comme les vis de potence, des vis un peu sensibles, voire même de la tige de selle au bon couple de serrage. Ça permettra de ne pas avoir un couple de serrage trop élevé ni trop bas. Ça permettra de ne pas abîmer le carbone mais de maintenir un serrage correct. Donc vous avez soit le type basique à torsion, soit un type un peu plus évolué pour le vélo qui, avec des embouts, on pourra changer facilement les têtes d'embout et régler le couple de serrage via une petite molette. Ou sinon, vous avez la version un peu plus haut de gamme, un peu plus professionnelle, avec la clé à cliquer dynamométrique, avec laquelle vous allez pouvoir avoir beaucoup de douilles différentes et vous pourrez serrer toutes les vis de votre vélo au bon couple de serrage. Voilà, c'est un outil qui, pour moi, avec les vélos en carbone, devient indispensable. Troisième point, et là c'est un outil qui coûte vraiment pas cher, mais qui va vous permettre de gérer l'usure de votre transmission et plus globalement de votre vélo. En effet, c'est un comparateur de chaîne. Voilà, par exemple, chez Parktools, c'est le CC4. Cet outil, vraiment pas excessif, va me permettre de contrôler l'usure de ma chaîne régulièrement, voilà, via un simple clipsage dans la chaîne, et ça me permettra de changer la chaîne au bon moment sans détériorer la cassette et les plateaux qui sont des pièces beaucoup plus onéreuses à changer. Donc voilà, un petit outil très simple mais qui permet de prendre soin de son vélo et de ne pas dépasser les kilométrages d'entretien. C'est pas comme les voitures avec un voyant qui s'allume là. Là, il faut mesurer de temps en temps. Voilà. Bon, ben, c'était une vidéo simple avec 3 outils incontournables pour entretenir et maintenir votre vélo en bon état. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Moi, je vous retrouve bientôt sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!